ça va être très... Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous suivre encore une fois en cette magnifique journée pour une émission dédiée à la chirurgie, voire plus à l'anesthésie pour la chirurgie de l'épaule. Cette émission va essentiellement tourner autour d'une live démo. On va vous faire des démonstrations pour réaliser son anesthésie en chirurgie de l'épaule. La chirurgie de l'épaule, si je vous présente quelques chiffres pour vous dire à quel point il est intéressant de rester sur cette émission et de ne pas zapper sur les autres plateaux, c'est une chirurgie qui concerne à peu près 250 000 patients et c'est environ 2,5% de l'activité en chirurgie en France sur les 10 millions d'actes interventionnels que nous réalisons. Si on pouvait avoir les chiffres qui se présentent, vous allez comprendre. Tu n'as pas besoin de diapos, en fait. Non, mais avec Julie, on va avoir besoin des diapos, on vous le dit tout de suite. Hein, oui, si mais parce que l'anatomie, je pourrais t'aider sur l'anatomie s'il y a besoin. Il n'y a aucun problème, je te montrerai. Merci, et Julie aussi te montrera comment on fait. Ah ben voilà. Donc, la chirurgie de l'épaule, c'est assez simple, hein, c'est 250 000 interventions par an. Si je vous donne ce nombre, c'est parce que vous allez être forcément un jour confronté dans votre carrière d'anesthésiste, si vous faites de la chirurgie tout venant, à des patients qui sont opérés en chirurgie de l'épaule. Ces interventions de l'épaule, elles se répartissent entre 125 000 chirurgies qui concernent la coiffe des rotateurs, donc de la chirurgie souvent qui touche des gens jeunes, qui ont une perte de fonction, et elles vont également concerner des patients parfois un peu plus âgés, mais en nombre beaucoup moins important, comme la prothèse de l'épaule, qui touche à peu près 17 000 personnes par an. Cette chirurgie de l'épaule, elle est très intéressante parce qu'on se rend compte, alors qu'il n'y a pas de difficultés réelles chirurgicales, il n'y a pas de séjour prolongé lié à des difficultés chirurgicales, il n'y a que 55% des patients en ambulatoire. Donc il y a une problématique qui est très importante, qui est la douleur. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui réunis pour discuter des techniques anesthésiques qui vont permettre de contrôler cette douleur durant la chirurgie, mais surtout en post-opératoire, parfois un peu tardif. Et puis lorsqu'on s'intéresse à la répartition de cette activité, et là je parle aux plus jeunes, à ceux qui vont remplacer dans un certain nombre d'établissements, c'est une chirurgie qui est réalisée à 80% dans le secteur privé, à 20% dans le secteur public. Donc parfois, pour se former, il va falloir sortir du cadre hospitalier dans lequel on est formé et aller voir dans des structures privées pour être confronté à ces chirurgies. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réuni deux experts nationalement, internationalement connus. J'ai Julie Casalprime à ma gauche qui va tout nous dévoiler sur la réalisation d'un bloc interscalénique pour réaliser la chirurgie. Puis on ira peut-être même un peu plus loin. On parlera de chirurgie en anesthésie locale pure, donc les petits trucs et astuces pour la réussir. Et puis à ma droite, j'ai le docteur Sébastien Bloch, qui est anesthésiste réanimateur, je crois à Paris, c'est Paris-Toulouse, c'est une liaison aérienne qu'on a pu faire aujourd'hui. Sébastien Bloch, qui va après évoquer la possibilité d'utiliser des techniques d'anesthésie loco-régionale pour traiter la douleur à distance, parce que la chirurgie d'épaule, je vous l'ai dit, c'est une chirurgie qui est particulièrement douloureuse. Donc je ne vais pas monopoliser beaucoup plus longtemps la parole, je vais avoir la joie de laisser le micro à Julie, qui va introduire la live démo qu'on va réaliser d'ici quelques minutes. Merci Julie de ta présence et je te laisse la parole. Je vous remercie. Alors moi, je vais vous parler donc du bloc interscalénique, qui est, vous le savez tous, le bloc référence primordiale pour l'analgésie post-opératoire de la chirurgie de l'épaule. Et donc, c'est un bloc qu'il faut maîtriser. C'est un bloc qui consiste à anesthésier les racines issues du plexus brachial et qui sont responsables de l'innervation de tout le membre supérieur. Donc, on va aborder quelques notions d'anatomie. Ça me semble un peu important de refaire un petit point avant de partir sur de la live démo. Donc, pour essayer d'être un peu clair et concis, l'innervation de l'épaule, c'est assez complexe. On peut la distinguer en innervation profonde, qui est assurée par le plexus brachial, et une innervation superficielle, qui est assurée par le plexus brachial et le plexus cervical superficiel. L'innervation profonde, c'est quoi? C'est la capsule articulaire, et on peut la distinguer en un territoire antérieur et un territoire postérieur. Pour le territoire postérieur, il y a deux nerfs qui s'occupent de ce territoire-là. C'est le nerf suprascapulaire et des branches accessoires du nerf axillaire. On le verra, qui revient régulièrement, qui est un des nerfs les plus importants, entre guillemets, de cette innervation de l'épaule. Le nerf suprascapulaire, c'est un nerf qui est issu du tronc supérieur, donc des racines C5 et C6, et qui est sensitivo-moteur. Il a deux branches, grosso modo, sensitives pour l'articulation acromioclaviculaire et la partie postérieure, donc
de l'articulation, de la capsule, et des branches motrices pour les nerfs infra- et supraépineux. Après, il y a également donc des branches accessoires issues du nerf axillaire, qui est un nerf sensitivomoteur issu du faisceau postérieur en distalité. C'est un des nerfs les plus distaux. Et ces branches accessoires vont s'occuper également de ce territoire postérieur pour l'innervation profonde. Concernant le territoire antérieur, il y a 3 nerfs essentiellement pour ce territoire-là. C'est le nerf subscapulaire, le nerf axillaire encore une fois, et le pectoral latéral. Le nerf subscapulaire, c'est un nerf sensitivomoteur également issu du faisceau postérieur qui va donner une branche motrice pour le muscle subscapulaire et qui s'occupe au niveau sensitif d'un territoire de branches qui s'étendent de la face antérieure de la scapula jusqu'à l'espace sous-acromial. Pour le nerf axillaire, on va s'intéresser à ce fameux nerf axillaire. Il est issu donc du faisceau postérieur également, sensitivomoteur, et ce nerf va traverser le muscle subscapulaire pour donner une branche sensitive pour la face antérieure de l'articulation qui va s'étendre jusqu'à la tête humérale, une branche motrice pour le muscle petit rond et une branche articulaire qui va s'occuper de la face antérieure de l'articulation jusqu'à l'insertion du muscle triceps. Enfin, le nerf pectoral latéral, lui, est issu du faisceau latéral et lui, il va donner plus ou moins une anastomose pour le nerf pectoral médial et s'occuper du muscle grand pectoral. Et en suivant, il va également s'occuper de l'articulation acromio-claviculaire en antérieur et notamment au niveau de la zone acromiale. Ensuite, concernant l'innervation, on peut peut-être mettre d'ailleurs, c'est un peu plus parlant, l'innervation superficielle. Donc là, il faut savoir qu'il y a donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le plexus brachial qui intervient juste grâce à nouveau ce nerf axillaire qui revient et qui lui donne des branches sur tout le territoire du deltoïde qui l'innerve également. Donc ça on le voit, c'est toute la zone rose que vous pouvez voir. Et enfin en jaune, là vous pouvez voir le territoire très important du nerf supraclaviculaire qui lui est issu donc du plexus cervical superficiel par les racines C3, C4 qui vont donner ce nerf qui est sensitif exclusif et qui lui occupe une zone, innerve une zone qui fait comme une petite cape, on va dire, de part et d'autre du cou, qui s'étend du deuxième espace intercostal jusqu'à au sommet de la scapula et s'étend dans la zone de l'acromion là, et superpose un peu la zone du deltoïde. Il y a une superposition de ces deux territoires. Donc, passé ces considérations anatomiques et ce petit résumé, on va passer à ce qui nous intéresse, à la réalité. Tu as raison, Julie. Je pense que la meilleure façon de faire comprendre les blocs, ce qu'il faut faire, ça va être de nous les montrer sur notre charmant mannequin, je crois, qui va être opéré d'une coiffe dans les prochaines minutes dans la salle de restauration. Hein, c'est là qu'on va t'opérer. Mais avant de t'opérer, pour ne pas que tu souffres, on va essayer de te faire une anesthésie loco-régionale. Alors, l'anesthésie loco-régionale, tu nous l'as rappelé, c'est un bloc qui est recommandé chez quasiment tous les patients. On parlera peut-être des contre-indications à la réalisation de cette anesthésie un peu plus tard, mais c'est un bloc qui est recommandé chez tous les patients. Et je veux que tu nous dévoiles, mais alors tout est secret pour le réaliser. Alors habituellement, peut-être que tu mets 3-4 minutes à le faire, mais là, on va te demander de prendre du temps et de nous expliquer exactement, déjà, comment tu installes le patient, comment tu t'installes, comment tu positionnes ta sonde, et après, je te laisse la parole pour nous décrire exactement le déroulé de ce bloc. Oui. As-tu besoin d'une flèche sur l'écran? Pourquoi pas? Ce serait une bonne idée. Que je t'aide? Je veux bien. Mais c'est un plaisir pour moi. Qu'est-ce que vous êtes aimable et poli. Mais bien sûr. Donc, bonjour. Vous êtes content d'avoir cette chirurgie de l'épaule? Bon, contact avec le patient, très important. Présente. Toujours. Je suis le médecin anesthésiste. Et oui, je suis habillée en civil, c'est tout à fait normal. C'est comme ça, c'est dans notre clinique de haute performance. Donc, l'information a été faite parce que j'en sors, là, bon. Tout est informé. Parce que sinon, tu peux être embêté, je le sais, j'ai eu ça ce matin. Allons-y. Donc, moi, à titre personnel, pour ce bloc interscalénique, je pense que le plus important, c'est que l'installation soit parfaitement faite pour que ce soit facile et reposant. Donc, le patient est en position proclive, décubitus dorsal. Idéalement, on se met l'échographe en face de soi, comme ça, c'est un peu plus ergonomique. Et en fait, on n'a pas trop de difficultés à faire nos réglages. On utilise une sonde linéaire à haute fréquence et on prend déjà des petits repères anatomiques avec ce joli petit triangle. Vous avez un joli petit triangle
dont la base, pas du tout adapté, dont la base est la clavicule ici, la face antérieure, c'est le sternocleidomastoïdien, et la face postérieure du triangle, c'est le muscle trapèze. On va positionner... L'orientation de ta sonde, s'il te plaît, pour l'écran après. Tout à fait. Donc, moi, je me positionne en anatomique pur. D'accord. Donc, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que je disais, en fait, je vais essayer de trouver une sorte de petit signal pour que tu comprennes que tu étais inversé. Donc, la gauche sera la postérieure. C'est ça. Donc, la gauche sera postérieure et ta droite est antérieure, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Tout à fait. On positionne sa sonde, disons, parallèle à la clavicule, au niveau de la base du cou, afin de visualiser les structures. D'abord, on va prendre nos repères. Donc là, on va visualiser les anneaux trachéaux. Ah oui, c'est carrément avec ton doigt dessus. Ah, oui, je fais tout avec mon doigt, moi. Donc là, tu vois les anneaux trachéaux. Les anneaux trachéaux sur ma droite, donc face antérieure, antérieure du cou. Quand on se latéralise, donc on va plutôt vers le côté postérieur du cou, le lobe thyroïdien, les vaisseaux, l'artère carotide, la veine jugulaire interne, qui, on le voit, on peut donc là, c'est les endroits où tu vas surtout pas aller piquer. C'est un repère qu'on effectue, mais c'est là exactement ce qu'il va falloir éviter. C'est une zone anatomique richement vascularisée. Et là, on a le défilé interscalénique, c'est-à-dire le scalène antérieur, en profondeur, les racines cervicales, le scalène moyen. Donc c'est cette zone-là qui va nous intéresser. Je vais me positionner un peu mieux. Et en superficie, on visualise le sternocleidomastoïdien, là, qui est allongé. Qui est vraiment superficiel et qu'on distingue extrêmement bien chez ce jeune homme qui a une musculature très développée. Tout à fait. Donc là, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de repérer les racines, de les identifier pour savoir qui est C5, qui est C6, etc. Donc on va utiliser la sonoanatomie des vertèbres parce que chaque vertèbre possède un processus transverse et normalement avec 2 tubercules antérieurs et postérieurs, sauf pour C7. Donc on va essayer d'identifier la bifide C7 qui ne possède pas de tubercule antérieur, donc voilà, on le voit là, qui est unicorne. Donc voilà, on a une anécogénicité de l'os de la vertèbre, et là on voit que c'est C7. Donc je reviens, excusez-moi, c'était pas très clair. C5, C6 et C7. C5 qui se divise déjà un peu rapidement. Donc tu identifies la vertèbre C7 parce que tu vas te positionner à la hauteur de cette vertèbre-là pour piquer, c'est ça? Alors, je vais effectuer mon anesthésie, je vais piquer en postérieur, dans le plan de ma sonde, et je vais aller me positionner, je vais faire une ponction profonde, donc je vais me mettre entre C6 et C7, grosso modo, pour aller injecter mon mélange d'anesthésique locale de longue durée, idéalement, et injecter 15 à 20 millilitres. C'est ce que je crois qu'il faut faire. Et si ça ne suffit pas, ou je vois que la diffusion n'est pas correcte sur la racine C5, on se réoriente, on se retire et on va essayer de piquer un peu au-dessus de C5 pour aller réinjecter un petit volume. Donc ta cible, c'est vraiment les racines C7. Qui sont les plus superficielles. Tu me disais C5. C5, C6. Et tu voudras une diffusion jusqu'à C7 pour réaliser un bloc interscalénique qui a une visée analgésique et anesthésique ou surtout analgésique? Analgésique. 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 Anesthésique, je pense qu'il faut que la diffusion parte un petit peu également en dessous de C7 pour aller permettre de diffuser légèrement vers C8, T1 parce que quand même, il faut que la distalité soit comprise pour le patient qui est positionné. Bon, nous, dans notre structure, en plus en décubitus latéral, il y a une traction du membre dans l'axe, etc. Et puis pour une anesthésie de l'épaule pure, c'est ça ta question? Oui, pour une anesthésie, mais là pour l'analgésie, parce que c'était intéressant, j'ai précisé. Donc C5, donc tu diffuses le produit là. Si le patient a une anesthésie générale derrière, ça suffira largement pour avoir une prise en charge antalgique du patient à ce niveau-là. Qui fait au réveil, il n'a pas de douleur, et pendant l'intervention, tu as une limitation très forte des morphiniques et de la profondeur de ton anesthésie. Maintenant, quand tu me dis que tu vas chercher C7, C8, T1, c'est-à-dire que tu réorientes ton aiguille. Je me réoriente en direction de C7 et ça diffuse en général. Et tu joues avec le volume ou avec l'orientation? On est à deux à lui poser des questions, la pauvre. Je joue avec l'orientation et puis évidemment, comme je te disais, je mets 15 à 20 millilitres, je ne mets pas moins de... Oui, je pense que c'est aussi un message à passer. Le but, ce n'est pas d'aller chercher le volume minimal, c'est d'aller chercher un volume réellement efficace qui va aussi perdurer dans le temps. Parce que quand on diminue fortement les volumes et les concentrations, on se retrouve parfois avec des blocs interscaliniques qui durent quelques heures. Ouais, donc on a l'importance. Je voulais te montrer ça, là, ce truc-là.
Qu'est-ce que tu me montres? Là, ça. Les nerfs, alors oui, il y a des nerfs idéalement qu'on va essayer d'éviter sur notre abord postérieur, c'est ça? C'est ça ma question. Le nerf thoracique long, le nerf... dorsal de la scapula. Exactement, c'est des nerfs qu'il faut chercher à éviter. Il y a un nerf qu'on essaie, il y a beaucoup d'études là-dessus, désespérément d'éviter. C'est le nerf aussi phrénique. Que là, on arrive à distinguer parce qu'il est sur la face antérieure. Là, il est on va contourner la face antérieure du scalène antérieur pour descendre dans le médiastin. Et on peut dire qu'on est quasi à 100% d'anesthésie de ce nerf. Si on grossit le trait, mais c'est un peu vrai, quand on effectue un bis. J'ai l'impression de vous annoncer un truc. Ouais, parce que je vais en parler tout à l'heure, donc si jamais tu es en train de dévoiler ce que je vais dire, c'est sympa. Non, mais c'était pour aborder, pour faire un petit... T'es à 100%, mais alors, est-ce que parfois, toi, tu piques toujours à ce niveau-là, ou parfois tu vas chercher ce qu'on voit dans la littérature, des blocs un peu plus bas en sus claviculaire, pour essayer de diminuer l'incidence de la dysfonction diaphragmatique, ou tu t'en fiches, ça pose aucun problème? Je sais que vous avez travaillé sur la dysfonction diaphragmatique. On y a travaillé. Moi, je m'en fiche un peu. Non. Ouais. Mais ça nous est arrivé, oui, on réfléchit à ces blocs un peu plus distaux pour chez des patients qu'on considère peut-être un peu fragiles, entre guillemets, à risque de cette paralysie hémidiaphragmatique, à risque pour des conséquences cliniques. Mais je ne veux pas spoiler ce que tu vas dire. Non, mais on ne spoile rien. Mais c'est vrai que je me casse. Sur le bloc susclaviculaire, on sait aussi qu'on a quasiment 50% de dysfonction diaphragmatique, donc on n'est pas en sécurité. 30 à 50%, et donc tu ne sais pas si tu vas l'avoir sur ces 30 à 50%. Tu vas peut-être faire partie de tes 30 à 50%. Oui, donc on ne peut pas vraiment courir le risque. Ce n'est pas suffisamment prédictif si tu veux t'amuser sur la dysfonction diaphragmatique. Tu peux essayer de faire des blocs qui changent. Voilà. Mais là, on ne parle plus du coup de l'anesthésie pure. D'accord. Et tu parlais des produits, tu nous disais que tu mettais plutôt des produits de longue durée, des anesthésiques locaux, mais on sait que c'est une chirurgie qui est particulièrement douloureuse, la chirurgie de l'épaule. Oui. Est-ce que vous mettez des adjuvants dans le mélange sur le site d'injection ou ailleurs, en intraveineux par exemple? Oui, alors on fait les deux chez nous. On met les deux, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Les deux scénarios possibles, c'est-à-dire anesthésiques locaux de longue durée, donc souvent ropivacaïne pour... Oui, alors il y en a d'autres, oui, tout à fait. Caïne, on va tous les citer. Et associé à de la Dexa périneural 4 mg ou en IV. On met de la Dexa 10 mg. Et en IV, 10 mg. Vous continuez la Dexa périneural. C'est juste une question parce que tu viens de l'évoquer. Oui. Parfait, c'est comme ça. Oui, oui. Dans ta pratique. Là, tu nous parlais d'un bloc interscalénique qui permettait donc d'assurer l'analgésie, mais je sais qu'il y a de plus en plus de centres qui essayent de développer des pratiques exclusives d'anesthésie loco-régionale sans y associer d'anesthésie générale ou de sédation. Est-ce que ce bloc dont tu nous parlais, C5, C6 avec extension C7, C8, T1, est-ce que tu t'arrêtes là? Est-ce que ça suffit? Ou est-ce que tu dois réaliser d'autres ponctions, d'autres territoires doivent être anesthésiés pour réussir à passer sans sédation? Alors, très bonne question. Ah, mais je te remercie. On essaie d'en poser des bonnes. Je ne m'y attendais pas. C'est vrai. Ça, surtout. Donc, alors, pas trop est-ce que vous faites des locales pures? Alors, on réalise des anesthésies loco-régionales pures. Ça nécessite, comme j'ai fait mon bref rappel anatomique un peu plus tôt, donc d'endormir en effet le plexus brachial à travers ce bloc interscalénique, par exemple. De faire également l'anesthésie du bloc cervical superficiel, donc là qui va se situer très superficiellement, puisqu'il y a le fascia cervical profond, donc il y a la lame superficielle du fascia cervical profond qui est située à la partie superficielle du sternocleidomastoïdien. Non, ça c'est la lame profonde du fascia cervical profond. Ça c'est la lame profonde du fascia cervical profond. Au-dessus, monsieur. Je suis déjà au-dessus là. Je suis sous ton sterno. Oui, mais au-dessus du sterno, c'est la lame superficielle du fascia cervical profond. Vous connaissez l'anatomie? Non, je t'écoute. Alors, lui, il la connaît. Moi, je la connais très mal parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Moi, je veux que tu nous montres les endroits où toi tu piques et qui sont efficaces, parce que les gens qui nous regardent globalement, ils veulent la recette qui permet de réussir son bloc dans tous les cas. Donc, on a compris comment réussir le bloc analgésique. Et c'est vrai que le plexus cervical, on peut l'avoir ou en superficiel ou en intermédiaire. Donc, les deux ponctions peuvent être possibles. Toi, tu le piques de façon très superficielle. Certains le piquent entre le sternocleidomastoïdien et les scalènes. Oui, moi je fais ça. Au niveau de l'espace cervical intermédiaire.
D'accord. C'est un peu la différence entre Jean-Pierre Coff et Maïté, chacun son approche. On parle de la chirurgie de l'épaule, pas de la chirurgie carotidienne. Parce que on fait une double chirurgie, on fait des anastomoses carotido épaulières. Bien sûr. Donc la possibilité d'aborder le plexus cervical peut être fait à ces deux niveaux. Donc toi, montre-nous avec le droit où toi tu piques, Julie, très superficiel. Au niveau de C4, idéalement. Sur le même point de ponction, sur un deuxième point de ponction, donc au niveau de C4. Oui. Donc tu remontes ta sonde et tu repiques. Et je me mets un petit peu plus en postérieur. Toujours in plane? Toujours in plane. Est-ce que ça change quelque chose, le in plane, out of plane, dans ta pratique? Est-ce que tu recommandes une approche plus que l'autre? Moi, je recommande plus le in plane quand on parle d'anesthésie loco-régionale one shot. Après, si on parle de même remarque, tu me diras, pour les cathéters, in plane aussi. In plane aussi. Il y en a qui les mettent out of plane plus facilement en se disant que... Oui, alors après, quand on le fait out of plane, il y a quand même un trajet dans le patient qui devient extrêmement court avec des risques de mobilisation au moindre mouvement du cou. Pour le cathé. Moi, j'aime bien le cathé in plane parce que je trouve qu'on peut piquer d'un peu plus loin. Fait une forme de tunnelisation, ça le stabilise. Et on sort. C'est vrai que tout est possible. Je pense que c'est pas l'enjeu. C'est vrai que dans les live démos, on montre les images de sono-anatomie qu'il faut absolument avoir, la belle image, et c'est celle que tu nous as montrée. Mais finalement, la façon dont on pique, si on est à l'aise out of plane, tant mieux. Beaucoup de gens sont très à l'aise in plane. Moi, je suis très à l'aise in plane de voir mon aiguille sur la totalité de son trajet et l'endroit où je diffuse le produit. Et c'est vrai que je pense que c'est pas ça l'enjeu des techniques d'anesthésie. C'est pas de savoir si on est un in-planer ou un out-planer. Oui, je crois pas. D'autant que c'est une zone quand même richement vascularisée où il y a aussi des pièges, entre guillemets, à éviter, dont on parlait tout à l'heure, les nerfs accessoires qui ne sont pas nos objectifs initiaux, mais le nerf thoracique long, etc. En in-plane, tu vois exactement ton trajet, tu vois où est ton aiguille, tu vois où tu vas injecter. Donc au niveau sécuritaire, et pour éviter d'avoir des petits soucis de dossiers médico-légaux, tu pars quand même avec une bonne je base. regarde quand tu dis ça. Avec une vraie sécurité. Toi, tu penses que tu augmentes ta sécurité avec le in-plane. Tu joues la sécurité, et puis en effet, tu as raison, il faut faire ce qu'on sait le mieux faire. Donc, si certains sont à l'aise ou ont appris tout le temps avec le mode out of plane, pourquoi pas? C'est pas mon cas. Je rappelle aux nombreux auditeurs qui sont derrière leurs écrans qu'ils peuvent nous poser toutes les questions, s'ils ont besoin de précision, s'ils ont besoin de partager parfois leurs expériences de terrain, leurs échecs, leurs réussites ou une approche un peu différente, qu'ils n'hésitent pas, je me ferai leur relais. J'avais pas fini, pardon, je te coupe. Excuse-moi, c'est bien, c'est dynamique, on n'arrête pas de discuter, on n'arrête pas de parler. J'avais pas fini simplement pour ce qui est d'anesthésie pure. Oui. Le troisième volet qui est le soft point. Ah, parce qu'il y a un troisième volet. Donc quand tu fais une anesthésie pure, tu es déjà à 2 ponctions. Donc tu en rajoutes une troisième ou c'est la même approche? Et alors, si tu veux, sinon, c'est une troisième ponction quand même. Alors montre-nous, là je suis intrigué, j'ai envie de savoir à quel endroit tu piques cette histoire de soft point. Nous, on ne le réalise pas sous échographie, c'est nos chirurgiens qui le font parce qu'on est fainéants, etc. D'accord, mais tu sais où ça couvre? Je sais où c'est quand même, malgré tout. Alors c'est quoi? Parce que je m'intéresse. Sinon, je peux te montrer. Tu vas me montrer. C'est bien. Non, mais pas sous échographie, ça va pas. Toi non plus, tu fais pas sous échographie. Moi, je te montre avec mon doigt. Alors, où est-ce que c'est le... Au niveau de la zone tu prends ton acromion, la zone acromiale, et c'est à peu près 3 cm en dessous et en médial 2-3 cm également, 3-4 cm. C'est la zone d'insertion de ton optique d'arthroscopie. Ouais. D'accord, parce que ça correspond à des zones qui ne sont pas couvertes par le plexus brachial ni par le plexus cervical. Pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que c'est une énervation encore une fois un peu complexe. Qui peut l'être. C'est la zone frontière finale. C'est-à-dire que si on veut augmenter la qualité de son anesthésie, parce que c'est vrai que je crois que toi, Sébastien, tu le fais parce que tu n'as pas envie finalement que le chirurgien, le premier contact qu'il ait avec le patient, c'est une piqûre qui est ressentie par le patient, où il lui explique qu'ensuite il va rentrer la écho, je le sais. C'est pas le écho, moi je mets mon doigt. Je fais ce que tu veux. On fait que les chirurgiens. Je fais la dépression. Non, je le fais comme chirurgien. Je cherche la petite dépression. Tu assois le patient à ce moment-là, non? Non, on reste comme ça. Il est comme ça. Et puis on voit pas très bien. Voilà, c'est exactement ça. On va le tourner un peu plus. On va le tourner un peu plus. Tourne-toi pour montrer. Voilà. Et en fait, non, maintenant baisse-toi un petit peu parce qu'on essaie de tomber là. Il y a une dépression, comme tu le disais, sous l'acromion, là, qui était une petite dépression. Alors là, c'est un peu tendu parce qu'il a le bras qui est en rotation interne, mais c'est la dépression qu'on a ici. C'est dans cette dépression-là qu'on fait l'infiltration. Et cette infiltration, tu l'as fait avec quoi comme produit? Alors, j'allais justement y venir. Mais non, t'allais y venir, mais je devance ta question et à chaque fois que je pose la question, tu me dis j'allais y venir. C'est avec la seringue avec laquelle je fais le bloc du plexus cervical que je réalise personnellement avec de la lidocaïne et pas de la ropivacaïne. Oui. Tout simplement parce que contrairement à ce que tu fais, c'est
une approche intermédiaire. Et c'est pour éviter, si on met des volumes un peu importants et qu'il y a une diffusion vers l'avant, que les patients ils se retrouvent avec un récurrent, une voix un peu. D'accord. Oui, parce que sur le plexus cervical, il se plaint quand même. Non, pas beaucoup de volume. Non, pas beaucoup de volume. Et on est en tu mets quoi comme volume? Tu mets quoi comme volume? Parce que là, moi, je veux qu'on rentre dans la recette. Le but, c'est que ceux qui copient, ils aient le même résultat que toi. Je suis désolé, mais moi, j'ai beau regarder tous les trucs de cuisine, j'arrive pas. Alors, tu mettrais quoi comme volume? Tu mettrais quoi? Alors, on met entre 3 et 5 millilitres sur l'intermédiaire. Oui, voilà. On met peu et on est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir. On en parlait avec notre collègue Cyril Kemener. On est en train de réfléchir au niveau, parce que tu parlais de C4, au niveau d'infiltration, pour éviter d'avoir le grand occipital, pour que les patients ne se plaignent pas d'avoir l'oreille qui dort. Et en fait, en ayant une approche qui est un peu plus basse, plutôt vers C5, C6, exactement, éviter d'avoir, parce que le grand occipital sort, comme tu le disais, derrière le sterno et court en avant du sterno dans le feuillet superficiel dont tu parlais toi. Il va courir après en avant du sterno pour aller innerver donc toute la partie de l'oreille. Et on s'est dit qu'on serait peut-être mieux en infiltrant un peu plus bas. Effectivement, parce que le suprascapulaire, en fait, le supraclaviculaire, pardon, il est à cet endroit-là, quoi. Donc voilà, on n'en sait rien. Là, si tu me parles de recettes, donc voilà, je te donne un petit truc. Là, on est sur les recettes parce que quand on regarde les séries sur l'anesthésie loco-régionale pure, il y a souvent des vieilles études qui étaient à l'époque de la neurostime où tu as raison sur les volumes. Ils montaient jusqu'à 40 millilitres de volume pour, je pense, avoir une diffusion qui était très importante sur le plexus brachial et avoir une certitude sur l'efficacité de leur bloc, sachant qu'à l'époque, il y avait à peu près 80% des patients chez qui ça fonctionnait. Donc, il y en avait quand même entre 15 et 20% qui devaient être endormis parce que ça ne passait pas. Quand tu fais l'anesthésie loco-régionale pure ou dite pure, est-ce que ça nécessite encore une sédation au bloc opératoire? Est-ce qu'il y a des compléments à faire ou ça peut passer avec rien? Est-ce que c'est pur? Alors, ça peut passer pur. Ça peut passer pur. Ça peut passer pur. Je suis bilingue, pure. Mais bilingue, quelle fausse publicité. Non, mais Toulouse, en général, c'est la sardine de Marseille. J'ai coupé l'accent du sud un peu, j'ai essayé de le gommer. C'est bien, comment tu fais? Et donc on leur propose, on leur suggère, les patients savent qu'on peut tout à fait... Vous leur proposez ou leur suggérez? C'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une subtilité. Ouais, il y a une grosse subtilité. Vraiment la subtilité. On est très très on leur suggère, c'est vrai. Je trouve qu'on est quand même souvent, nous, accompagnés d'une petite sédation de fond, mais il est tout à fait possible de la réaliser sous ALR pur. Et quand tu fais ALR pur, est-ce que si tu respectes le délai finalement des 45 minutes pour la chirurgie du membre supérieur, le patient, il bypasse la salle de réveil, il peut regagner directement sa chambre, ou vous les gardez forcément en surveillance? Ah non, il regagne directement sa chambre. Il regagne. Ah oui, donc il y a un vrai avantage. Quand tu fais une anesthésie locale pure, tu en bénéficies réellement sur le parcours. Et il regagne sa chambre, il part quoi? À pied, en brancard? Il est très autonome ou il est gêné? Il part en brancard ou en fauteuil. D'accord, donc il gagne vraiment il gagne en autonomie, en turnover, en possibilité de repartir chez lui. Mais en effet, pour revenir à l'ALR pur, ça peut être intéressant de dissocier les anesthésiques, en tout cas de faire un bloc interscalénique avec un anesthésique de longue durée pour le côté analgésique qui va se poursuivre, et d'effectuer, oui, tu as raison, à l'axillo, le bloc cervical et le soft point, puisque finalement, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est le côté anesthésique pour ces deux endroits. Exactement. Bien sûr. Okay. Voilà, côté recette. C'était pour finir avec la recette. Une petite question de recette, non, parce que j'ai encore une petite question de recette, parce que Frédéric parle de volume depuis le début, mais en fait, ce qui est important, c'est la dose totale. Oui. Et je sais que vous êtes plutôt à injecter des volumes assez importants pour toute la LR que vous proposez, les Toulousains, mais avec des concentrations qui sont beaucoup plus faibles que nous, on utiliserait. Là, la concentration que tu as sur de la ropivacaine, quand même, donc vous restez exactement pareil. C'est sur le membre inférieur où vous êtes plutôt gros volume, petite concentration. On dilue énormément parce qu'on fait des quadruples. Mais sur le membre supérieur, vous restez avec du standard français et pas de la toulousaine. Pour couvrir justement l'analgésie, justement, et pour qu'il y ait une satisfaction pour le patient qui part en ambulatoire. C'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire à plus de 90%. On n'a pas parlé des contre-indications au BIS, parce que c'est quand même, si on fait une live démo, on montre les choses. Est-ce que tu as des patients chez lesquels vous réalisez pas de BIS? Souvent, on pense à la population des patients qui sont en surpoids. Alors, quand je parle de surpoids, c'est les BMI à plus de 35, 40. Je crois que vous aviez une série là-dessus. Est-ce que c'est la même prise en charge ou est-ce que vous êtes obligé de la modifier chez ces patients-là? Alors, les contre-indications absolues du BIS, c'est l'insuffisance respiratoire oxygéno-requérant, le patient qui a une pneumectomie contralatérale ou un patient qui a une paralysie phrénique contralatérale. Ça, c'est les contre-indications absolues. En dehors de ça, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et pour nous, en effet, il y avait une étude qui a été réalisée par mon équipe sur des patients obèses, une série de patients obèses où avait été évaluée suite à une anesthésie loco-régionale de l'épaule, BIS ou d'ailleurs d'autres techniques utilisées avec le
etc. Et on avait évalué une évaluation spirométrique et clinique. C'était épisode de désaturation et notamment annulation de la procédure ambulatoire. Alors oui, il y a eu chez les patients obèses des événements cliniques, mais en très très faible proportion. Et quel type d'événements? Des petites désaturations Et il y en a 2 ou 3 patients sur une série où il y avait 86 patients qui restaient une nuit avec de l'oxygène. Ouais, donc finalement, si on retient sur les patients obèses, on oublie la population d'insuffisance respiratoire, qu'on croit surtout quand on fait de la traumatologie chez des patients âgés, c'est plus des patients vers l'urgence où on va peut-être voir qu'il y a d'autres techniques qui pourraient être proposées, mais sur du patient obèse, qui a des BMI plus de 35, vous autorisez le bloc interscalinique et vous informez le patient que son parcours peut être modifié avec un maintien en hospitalisation. Est-ce que vous mettez des cathés, parce que tu nous as montré les endroits où tu piquais pour faire du single shot, est-ce que vous mettez des cathés? Est-ce qu'il y a des patients qui nécessitent un cathé? Et si oui, à quel endroit tu le positionnerais, ton cathé? Alors non, mais pas de cathé. Vous mettez quasiment pas de cathé? C'est très rare, ça peut être chez des patients douloureux chroniques ou certaines indications de ce genre. Vous en mettez, je crois? Nous, on en met très peu sur l'épaule, ça nous arrive, mais c'est vraiment sur des patients qui sont vulnérables à la douleur, qui ont eu des antécédents de chirurgie de l'épaule, sur lesquels il y a eu des niveaux de douleur élevés, où là, on s'autorise à mettre des cathéters. Mais c'est vrai que nous, on en met peu. Je sais qu'il y a des séries en France, des équipes qui en mettent quasi systématiquement, puisque la chirurgie de la coiffe fait partie des chirurgies les plus douloureuses que l'on ait. Si on les hiérarchise un peu, il y a la coiffe qui est extrêmement douloureuse. Ensuite, il y a la prothèse qui est beaucoup moins douloureuse, et la chirurgie de butée ou de calcification ou d'acromio qui est assez peu douloureuse et qui est bien couverte par un bloc interscalinique. Alors je crois qu'il y a un certain nombre aussi de centres, quand ils ne mettent pas de cathé, ils autorisent de la morphine, surtout dans les parcours ambulatoires où les patients ont une prescription de quelques comprimés de morphine qui vont intervenir après la prise en charge par des anti-inflammatoires, du paracétamol, parfois pour certains du néfopam. Certains centres utilisent encore des dérivés de la morphine. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une pression assez forte sur les antalgiques en post-opératoire malgré la réalisation des blocs interscaliniques. Et quand vous mettez le cathé, tu le mets où? J'ai l'impression d'avoir compris que c'était racine. Alors moi, je n'en mets pas, mais sous C6. Sous C6. Tu poses ton cathé sous C6. Le gros problème du cathé, excusez-moi d'intervenir, c'est... Que je ne mets pas donc. Que tu ne mets pas donc, mais quand tu le mets, mais c'est quand tu le mets. Oui, pardon, le gros problème du cathé, c'est surtout la chirurgie et la proximité avec le champ chirurgical et le retrait sous les champs. En fait, effectivement, tu as entièrement raison, l'approche vers C6. Depuis tout à l'heure, comme tu dis, C5, C6, c'est les 3 branches dont tu parlais qui sont les plus importantes pour l'analgésie de l'épaule. Mais c'est vrai que plus on peut se mettre loin du champ opératoire, mieux on est, parce qu'il n'y a rien de plus désastreux que de voir le cathéter partir avec le champ lorsqu'on le retire du patient. Ah bah, ça s'appelle du sabotage, mais je crois que c'est le quotidien de tous les anesthésistes dans les blocs. On est saboté par des gens qui opèrent nos patients. Moi, je ne parle pas comme ça de mes amis chirurgiens. Si, clairement, on est saboté. Mais je crois qu'il y a des alternatives. Mais pour parler de ces alternatives, on va peut-être les intégrer dans la deuxième partie de cette live démo qui va s'intéresser à la prise en charge de la douleur un peu à distance, puisque les alternatives permettraient d'avoir une épargne sur la fonction motrice du bras, mais surtout d'épargner le diaphragme. Mais ces alternatives pour la chirurgie sont bien moins efficaces que le bloc interscalénique. Mais j'ai envie que toi, Sébastien, tu maîtrises tellement bien l'anatomie. J'aimerais que tu ailles derrière le pupitre, tu nous présentes quelques diapositives qui vont nous permettre de tous bien comprendre quelles sont les alternatives. Et pique-moi ma place. Tu le fais déjà tous les jours. Quand je suis pas là, tu piques ma place. Et ben voilà, nous revoilà. Est-ce qu'en régie, on peut envoyer le diaporama mes jambes du docteur Sébastien Bloch? On est à l'étroit ici. Je suis très content d'être... Non, ça, c'est pas moi. Mais c'est la suivante. Tu appuies sur le petit bouton vert et tu vas voir, ça se passe Alors, très, très bien. Écoutez, après cette très jolie présentation par Julie, c'était vraiment top. J'ai appris plein de trucs. Vous rigolez pas. Moi, je vais vous parler donc, et Frédéric a commencé à introduire le sujet, tout ce qui est motor sparring block, donc tous les blocs qui vont permettre d'éviter les blocs moteurs. Alors, c'est un sujet qui est très en vogue, surtout pour le membre inférieur, ce qu'on comprend bien parce que ça permet de marcher. Pour le membre supérieur, le motor sparring, c'est un peu moins important, mis à part le diaphragme dont je vais vous parler en premier, parce qu'une fois que les patients été opérés du membre supérieur, la plupart du temps, ils partent de coude au corps et ils partent très rarement sur les mains. Et donc, on n'a pas besoin en fait qu'ils aient une motricité conservée parce qu'ils vont
peu utiliser leurs membres supérieurs. Donc concernant le diaphragme sparring block, ou les blocs qui vont permettre de maintenir la fonction diaphragmatique et donc qui vont être possibles chez les patients chez qui c'est contre-indiqué, ce dont on vient de vous parler, vous avez ici 2 références. C'est une des références dont vous a parlé Julie, qui sont de très jolies références sur ces blocs avec de la très jolie imagerie. Elle vous a montré une figure d'innervation. C'est vraiment, je vous invite à aller les chercher. Ce qui est intéressant sur ces 2 revues, d'abord la revue d'anatomie, c'est qu'on comprend bien tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, ou ce que vous avez déjà introduit Frédéric, c'est que tout ce qui se trouve au-dessus de la clavicule, que vous avez en bas sur la partie droite de la figure, et bien tout ce qui se passe au-dessus de la clavicule, tous les blocs que vous pouvez faire, qui vont être un bloc interscalénique, du tronc primaire supérieur, du supraclaviculaire, tout ce que vous ferez, vous voyez, il y a le nerf phrénique qui est en jaune à côté. On peut jouer avec les volumes, on peut jouer avec le site d'injection, on peut jouer avec ce qu'on veut. On n'est pas certain d'avoir, comme il est précisé sur le tableau de droite, il n'est pas certain d'avoir 0% de parésie diaphragmatique et donc de fonction diaphragmatique conservée. Ce qui est intéressant dans la revue dont vous avez le tableau à droite, c'est qu'ils ont essayé d'envisager d'autres pratiques. Donc ils ont essayé d'envisager un bloc costo-claviculaire, donc se mettre au ras de la clavicule, mais on n'est pas certain, dans le papier qui était présenté, il n'y avait pas de distribution, mais on n'est pas certain qu'on là encore on soit à 0% de distribution. Et la conclusion, c'est qu'en fait, il y a peut-être une possibilité, c'est de faire un bloc infraclaviculaire. Pourquoi ? Pour le bloc axillaire dont vous a parlé Julie, qui est important dans l'innervation de l'épaule, associé à un bloc du nerf suprascapulaire, donc soit par voie antérieure ou postérieure, comme vous l'avez. Et ça, je vous le montrerai. Par voie antérieure, il y a un très beau papier toulousain de l'hôpital de Toulouse avec Vincent Mainville qui montre que dès qu'on met un petit peu de volume, et ben sur un cadavre, on a une distribution sur la voie, sur le phrénique. Donc ce qui va nous rester, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Et je vous remontre une autre image anatomique pour rediscuter de tout ça. C'est que les 2 nerfs principaux distaux qui vont être intéressants dans l'analgésie et qui vont épargner le diaphragme vont être le nerf axillaire avec plutôt sa portion postérieure, dont vous a parlé Julie, la portion antérieure. Je vous en parlerai, mais c'est peu utilisé. Et de toute façon, ça innerve probablement un territoire qui est très peu nociceptif, donc il y a peu d'intérêt. Et l'autre, la voie, le nerf suprascapulaire, qu'on peut avoir soit par voie postérieure, soit par voie antérieure. Et le troisième dont elle parlait, c'est le nerf pectoral latéral, qui lui n'est pas gênant parce qu'il est déjà parti sur un plan moteur de sa zone d'innervation musculaire. Et donc là, on va l'aborder. Il est juste sensitif articulaire. En aucun cas, il va avoir d'impact moteur. Pour les 2 autres dont je parlais, l'axillaire, là on va l'aborder. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il va énerver le deltoïde, donc on peut avoir un impact de fonction motrice. C'est pour ça que nous, sur de la douleur, on le verra chronique, on ne le réalise pas. Et pour ce qui est le suprascapulaire, comme vous le disait Julie, vous allez avoir le sous-épineux qui peuvent être, qui vont être pris en charge par ce nerf-là, et donc qui peuvent avoir aussi un impact moteur. Ce qui est intéressant, c'est exactement ce que vous disiez juste avant, Frédéric, c'est que ces alternatives, elles sont en second plan sur des recommandations qui sont faites sur la chirurgie de l'épaule. Le premier bloc à réaliser pour la chirurgie de l'épaule en termes d'analgésie, comme on vous l'a dit depuis et décrit depuis tout à l'heure, c'est le bloc interscalénique. Et ce qui est aussi intéressant là, dans les recommandations prospect, c'est que c'est la seule indication qu'on retrouve dans la littérature pour les cathés. Alors nous, comme Toulouse, on n'en est pas beaucoup, mais c'est ce que vous disait Frédéric aussi avant, eh bien, il y a des indications de cathéter et c'est la seule qu'on retrouve dans la littérature avec un haut niveau de recommandation. Mais pour le reste, on n'en a pas. Ce qui est intéressant pour les 2 blocs qu'on va discuter maintenant, c'est que quand on regarde, et ça c'est une très jolie modélisation, des zones très irritatives ou des target zones ou des zones qui vont générer de la douleur au niveau de l'épaule, eh bien on va avoir une zone qui est prise en charge par le nerf axillaire, donc ça tombe bien, celui-là on sait l'aborder. Une zone qui va être prise en charge par le pectoral latéral, là aussi dans la partie antérieure, donc ça aussi on sait l'aborder. Et une zone qui est prise en charge par le suprascape, et ça aussi on sait l'aborder. Donc ça c'est intéressant parce que parmi toutes les innervations complexes dont on vous parle depuis tout à l'heure, il y en a 3 qui sont très très largement impliqués dans l'innervation de l'épaule. C'est ces 3 nerfs dont on vous parle aussi de plus en plus. Et je vais vous expliquer un petit peu après comment on peut les utiliser. Comme je vous le disais, ils ont été d'abord envisagés pour épargner le diaphragme. Ils ont été ensuite envisagés dans la littérature pour avoir des moteurs sparring block, donc avoir des patients qui permettaient d'avoir une motricité conservée. Comme je vous le disais également, ils sont moins efficaces qu'un bis. Et surtout, l'intérêt de conserver de la motricité de la main lorsqu'on a du jarrier, on ne sait pas trop bien où ça se trouve. En revanche, ils ont un intérêt majeur dans la douleur
à distance de la chirurgie, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'aiguë un peu tardive, oui, merci Frédéric, que ce soit de la transitionnelle ou que ce soit la chronique, là, il y a vraiment un intérêt. Parce que là, on va avoir besoin de la participation du patient, parce que là, souvent, le patient est limité par la crainte de la mobilisation, donc par la kinésiophobie, et ce qu'on va faire, c'est essayer de la lever en étant très spécifique sur ces blocs. Là, vous allez voir, alors je ne sais pas si c'est à moi de lancer, l'imagerie c'est à moi, vous allez voir un patient là qui a un trouble de l'amplitude. Alors l'indication, on s'en fiche, simplement il vient, c'est pas du post-opératoire, mais il n'arrive pas à bouger son épaule, il a un trouble de l'abduction. Et bien avec les blocs dont je vous ai parlé, juste après la réalisation du bloc, ce patient n'a plus de trouble de l'abduction, on a levé sa kinésiophobie et on peut le rentrer dans un cursus de kiné, de dentalgie et probablement lever toutes ces limites qu'il avait, qui fait que ce patient avait cette épaule bloquée. Donc c'est ce qu'on fait de plus en plus, je vous dis, que ce soit dans de l'aigu tardif, dans du transitionnel ou dans du chronique. C'est ce qu'on va aller voir là. Donc là, je vais juste reprendre quelques éléments anatomiques dont je vous vais parler, ce qui est surtout de la myologie, puisque c'est les muscles qui vont nous aider et les structures osseuses. Donc on va commencer par le suprascape. Je vous montrerai la voie antérieure, mais c'est la voie postérieure qui nous intéresse parce que là, en plus, on n'a pas le diaphragme, mais en étant postérieur, on a de moins en moins d'impact aussi musculaire. Et comme je vous le disais, tous les muscles de la partie postérieure de l'épaule, ça va être tout ce qui est élévation et abaissement de l'épaule. Et puis après, plutôt ce qui va partir sur la partie latérale, ça va être l'antépulsion, la rétropulsion et l'abduction. Donc là, en étant le plus distal possible, eh bien, on va essayer de maintenir la motricité, donc l'élévation et l'abaissement de l'épaule. Les muscles qu'on va rechercher, ça va être le trapèze supra- et infraépineux, c'est ce que je vais vous montrer, et chercher l'épine de la scapula, qu'on voit très bien, et c'est dans une petite dépression de l'épine de la scapula qu'on va pouvoir retrouver, pas forcément le nerf, mais des structures vasculaires qui vont nous aider. Pour le nerf pectoral latéral, on va prendre comme repère la clavicule, on va aller vers la coracoïde, et c'est sur ce ligament entre la coracoïde et puis la clavicule qu'on va retrouver là encore une petite structure vasculaire à côté duquel vous allez retrouver le pectoral latéral, qui là est vraiment que sensitif puisqu'il est sorti de la région antérieure et du pectoral. Et on rediscutera ensuite de l'axillaire qui peut être intéressant. Je vous dis, nous on essaye d'éviter pour éviter d'avoir des blocs du deltoïde, et qu'on va retrouver sous le deltoïde coincé entre le petit rond et le triceps. C'est tout ce qu'on va aller envisager. Il y a une autre voie qui est envisagée aussi sous scopie de la branche dont parlait Julie, qui est de la branche antérieure du nerf axillaire. Mais comme je vous le disais, il a probablement peu d'impact sur des territoires très nociceptifs de l'épaule. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas cherché à le faire. On a regardé un petit peu sous échographie avec Cyril Kemener et Frédéric Le Sachet, mais on a laissé tomber parce que ça paraît profond, difficile, et surtout, le bénéfice qu'on a avec ce double bloc pectoral latéral et suprascape est largement suffisant dans l'expérience que l'on a actuellement. Donc on va aller se diriger. Venez avec moi, Julie. Oui, nous allons nous diriger vers ce jeune homme. Le patient a été opéré, ça s'est moins bien passé que prévu sur l'évolution de la douleur. Nul. Et tu vas montrer comment est-ce que tu vas pouvoir un peu repêcher les choses. J'ai juste une question, parce que tout à l'heure on parlait des alternatives au bloc interscalénique et on avait vu qu'il y avait très peu de patients qui relèvent de ces alternatives. Ouais. Et on parle souvent du suprascape et de l'axillaire, mais on ne parle jamais du pectoral latéral. Alors tu nous as montré que le pectoral latéral, il venait innerver finalement la capsule de l'épaule sur des zones qui étaient extrêmement denses en récepteurs à la douleur. Est-ce que finalement ces blocs ne marchent pas parce qu'on a loupé une zone ? Alors exactement. S'ils sont moins efficaces. Bah ouais, oui, mais ils sont toujours moins efficaces. Bien sûr, pas parce qu'on a ils sont moins efficaces parce qu'il y a plus que ça. Sébastien, réponds-moi s'il te plaît, donne-moi une piste parce que peut-être qu'on a trouvé une nouvelle alternative. Elle nous l'a donné la piste. Non, oui, mais non. Oui ou non, il y a un moment, il va falloir que tu te décides. Et je me décide. Non, mais Julie nous a donné la piste. Elle vous a dit tout à l'heure qu'il y avait du musculo-cutané qui innervait aussi l'épaule. Elle vous a dit qu'il y avait les deux branches de l'axillaire. Elle vous a dit qu'il y avait du subclavier. Elle vous avait dit qu'il y avait énormément de nerfs qui proviennent du plexus brachial qui sont impliqués dans l'innervation de l'épaule. Donc si jamais on va être aussi efficace que le bis, il va falloir les chercher un par un. Donc peut-être tu as raison qu'on serait un peu meilleur en faisant un troisième, mais on sera de toute façon jamais équivalent avec un bis qui va bloquer là, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8, 10 nerfs qui sont impliqués dans l'innervation de l'épaule. Donc pour la douleur, très bien. Oui, mais pour pas la chirurgie, c'est compliqué. Donc là, juste, on se remet dans la partie antérieure parce qu'on va vous parler du suprascape pour débuter. Et juste pour vous distinguer les deux voies, la voie antérieure et la voie postérieure, si on se met dans la région supraclaviculaire, vous avez donc l'artère. Très latéral, vous avez le plexus, et puis vous avez une petite bille qu'on voit très bien. Oui, montre-nous avec ton doigt.
Voilà, on voit une petite bille qu'on voit très bien et qui va venir s'écarter complètement. Et je vais essayer de me la suivre. Voilà. C'est là où on comprend très bien que quand tu prends un suprascap antérieur, je vois pas comment tu peux ne pas avoir de diffusion finalement sur les branches C5, C6 et donc aller taper le nerf diaphragmatique. Tu as entièrement raison. C'est pour ça que c'est pas une sécurité. Malgré les études où il y a des petits volumes. Exactement, malgré les études, l'équipe de Toulouse l'a fait sur du cadavre et montre bien qu'avec un tout petit volume, hop, ça va forcément dessus. Après, si on parle de la paralysie diaphragmatique, si on regarde jamais le diaphragme sous écho, c'est sûr que si on regarde que la saturation, on va pas forcément en avoir beaucoup. Si on commence à regarder, et je me souviens, moi, on avait fait un travail avec un interne, on avait commencé à regarder du diaphragme sous échographie après un BIS. Voilà, c'est sûr qu'on n'est pas à 100%, mais on n'est pas loin dès qu'on prend un peu de temps. On va avoir tous nos patients qui vont se retrouver avec une paralysie diaphragmatique au moins échographique. Donc là, on voit bien, effectivement, même si c'est proposé en douleur chronique, il y a des équipes qui font cette approche antérieure. On sent bien que le problème de l'approche antérieure, même en douleur chronique, on va mettre 1 ou 2 cc. Le risque là, c'est pas le diaphragme, mais surtout le plexus brachial, où tu vas te retrouver avec un patient à qui tu fais un bloc, qui a de la kinésiophobie, qui bouge pas, et tu veux qu'il bouge tranquillement son bras, mais si tu commences à lui choper en même temps le plexus brachial... Tu pourrais le bouger en passif, mais c'est pas l'intérêt. En douleur, c'est de réautonomiser le patient. Donc là, on était devant, et on comprend bien que par voie antérieure, ce soit pas la voie la plus adaptée. Je vais te demander juste de te tourner. Oui, mais c'est vrai que ça, c'est facile à faire. Mais c'est hyper facile. C'est une fausse sécurité pour l'anesthésie, et c'est pas la bonne stratégie pour l'analgésie. Mais bien entendu. Donc là, je vous parlais tout à l'heure des structures musculaires qui vont être importantes et intéressantes. Et puis, oui, vas-y Julie, joue avec mon doigt. Ce que tu veux, tu me dis, et puis je dirais, on va avoir le trapèze. Et ça, c'est le trapèze. Et dessus, on va avoir le supraépineux qui va être juste dessous. Hop, dessous. Parfait, excellent. Je le vois mal. Mets ton doigt. Et dessous encore, vous allez avoir ce qui est tout blanc en bas. Oui, ça va être l'épine de la scapula. Et c'est sur l'épine de la scapula et c'est des mouvements d'inclinaison de la sonde qui va vous permettre de trouver cette petite vallée au sein de laquelle, si on regarde tout doucement et si on met un peu de Doppler, mais c'est pas certain, on va trouver une structure vasculaire. Ouais, je veux bien, merci. Tu veux que j'aille te chercher tes lunettes ou... Je les ai dans ma poche, je ne vois pas très bien, mais je les ai dans ma poche. Et c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver effectivement la structure vasculaire au contact du nerf. Alors, il y a un beau travail, toujours de la même équipe que l'équipe de Toronto, qui a envisagé, après des dissections, qui ont envisagé l'innervation par le suprascape de toute cette région et qui montre que si jamais on a une infiltration qui se fait plutôt assez latérale, donc pas forcément ici, à l'émergence de votre nerf, mais plutôt ici, on va se retrouver avec des branches qui vont être plutôt des branches sensitives, ou en tout cas où il y a peu de branches encore à visée musculaire, et donc on peut probablement être encore plus efficace sur le maintien de la fonction motrice. Pour le moment, nous, on continue à infiltrer plutôt à cet endroit-là sur des douleurs... sur des douleurs aiguës ou transitionnelles ou chroniques. Mais je pense à ça parce que ça me fait penser, Frédéric, à un cas clinique que tu avais abordé et dont je vais vous parler, qui était assez joli, assez élégant, je trouve. Pas parce que je l'ai fait, mais parce que fracture bilatérale. Exactement. Ah oui, c'est le problème de l'analgésie et de l'anesthésie. Exactement, et qui était assez élégant. En tout cas, là, pour le suprascape par voie postérieure, c'est positionner sa sonde sur l'épine. Donc moi, je peux vous inviter même au départ à dessiner votre épine avec un petit marqueur, vous mettre très latéral, glisser, et puis après, c'est l'inclinaison qui va vous permettre de trouver cette petite vallée au sein de laquelle vous allez pouvoir ponctionner. Et tu latéralement ? Pardonnez-moi, je vous ai complètement... Alors justement, maintenant, depuis cette notion où il faut plutôt infiltrer latéral. Maintenant, j'essaye plutôt d'avoir des approches dans le plan, c'est exactement ce que j'allais te dire, dans le plan de la partie médiale vers la partie latérale pour avoir du spread en anglais ou diffusion en français plutôt latérale, et donc en essayant d'éviter toutes les branches qui vont venir ici et qui sont plutôt des branches à visée musculaire. Comme ça, on va pouvoir essayer de conserver au maximum l'élévation de la scapula et de l'épaule pour le patient. Et tu disais que tu utilisais ça pour de la douleur aiguë ou un peu tardive, c'est-à-dire le patient, tu lui as fait un BIS, il est opéré, il a une arthroscopie, il est rentré à la maison, il te rappelle le lendemain, le douleur rebond incroyable, il répond pas à la morphine, il vomit. Quand tu le fais revenir, tu lui fais quoi comme bloc ? Pas celui-là, serait celui-là, mais non, pas celui-là. Pourquoi ? Parce que souvent à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il a ? Il a le pansement. Ah, j'avais oublié qu'il avait été encore une fois opéré. Donc tu lui refais un BIS. Donc on lui refait un BIS. Mais sinon, je pense que l'indication, c'est plutôt celle-là, tu as raison. Et à partir de combien de temps ? Donc à partir du moment où c'est cicatrisé, où il n'y a plus de pansement, mieux, bien sûr. Si tu as une douleur à J15, bien sûr.
Et pour revenir et rebondir sur ce que tu es en train de me dire et le coup de la fracture bilatérale, on a pris en charge cette semaine une patiente mercredi, une très gentille dame qui a une fracture bilatérale de l'épaule. Vous aviez fait plus en chirurgie, comme changement d'identité. Non, vous êtes arrêté à l'épaule. Et on s'est arrêté à l'épaule. Et effectivement, cette dame a bénéficié d'un côté d'une prothèse de l'épaule pour laquelle elle a eu un bis et une AG parce que la patiente le nécessitait, on parlait tout à l'heure, on lui a suggéré d'avoir une anesthésie générale. Et de l'autre côté, où elle avait une fracture qui était une fracture qui était un peu moins déplacée, pour laquelle il fallait attendre, on n'avait pas l'opéré des deux côtés, et ben, elle a eu des blocs distaux pour éviter de se retrouver avec une paralysie diaphragmatique bilatérale et l'intubation de ça, il y a des beaux cas cliniques dans la littérature. C'est pour ça, tu m'en avais parlé, heureusement. Bilatéraux qui finissent en réanimation, ventilés pendant 4-5 jours. Tu l'aurais fait. Bah ouais, mais là, t'étais pas là aujourd'hui. Et donc, j'ai déjà failli passer par Fleury-Mérogis ce matin, mais là, je t'ai dit direct. Alors, tu nous as parlé, là c'est donc le suprascap par voie postérieure, bien latérale pour avoir les fibres tendies. Tu m'as parlé du pectoral latéral. Tu m'en as parlé. Du gel peut-être. Alors, c'est quoi? C'est beau d'en parler. C'est mieux de le montrer. Alors pour le montrer, tu parles de beaucoup de j'ai choses. acheté un truc qui m'a coûté de l'argent. Donne-moi le truc que je m'en serve une fois. Putain, je me suis fait suer à faire ça. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est pour l'oreille. C'est pour vous montrer comment ça marche. En fait, ce qu'on va chercher. Alors attends que je me mette dans le bon sens. Ah oui, la caméra change d'axe dans les 2 minutes. On est paumé. C'est bon là. Ce qu'on va chercher en fait, c'est se balader sur la clavicule et chercher, et chercher ici le ligament qui est entre la coracoïde et puis la clavicule. Et en fait, posé sur ce ligament, vous allez trouver le nerf pectoral latéral. Ce qu'on a cherché tout à l'heure, si on reprend ici de l'autre côté, alors on ne voit pas très bien, ce qu'on a cherché tout à l'heure, en fait, c'est que vous avez ici un petit trou qu'on ne voit peut-être pas très bien le trou. C'est toujours difficile de voir le trou. Et c'est ici que vient, en se mettant sur l'épine de l'omoplate, c'est là qu'on va retrouver notre nerf. Donc j'y vais maintenant ici, parce que j'ai Fred qui est en train de me dire dépêche-toi, arrête de raconter des conneries. Donc on va partir de la clavicule tranquillement, on va suivre la clavicule, et au bout d'un moment, après avoir suivi la clavicule, on se retrouve dans un endroit où on a 2 non-os. D'accord ? Donc vous avez un non-os du dessus. Alors attends, j'ai fait comme toi, je me suis mis dans le mauvais sens. Tac. On a un non-os du dessus qui va être là, celui-là du dessus, voilà, qui va être la clavicule. Et là, hop, de l'autre côté, la coracoïde. Et entre les deux, on voit très bien une structure avec un petit point qui est une structure vasculaire. Exactement. Et là, ici, vous avez le pectoral latéral. Alors, je sais qu'il y a des équipes qui font des blocs. Tu en parlais justement. Je sais qu'il y a des anesthésistes, des équipes qui font la chirurgie sous LR pur et qui rajoutent ce pectoral latéral pour encore optimiser. Oui, mais alors si tu as fait un bif, logiquement, c'est une branche qui bifurque plus tardivement. Et je dis pas que c'est bien. Mais est-ce qu'ils font peut-être des blocs dissociés, de la lido en haut, de la naro en bas? Je sais pas, mais je sais qu'il y en a qui le font et qui disent que ça permet d'optimiser un petit peu la technique. Je sais pas. Bon. Mais ça, le problème, c'est que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de littérature sur la LR seule. Parce qu'on sent que c'est un phénomène qui est pas mal apparu autour de la période du Covid, parce que ça a permis d'opérer des patients avec un risque respiratoire qui était moindre, pas d'intubation, pas de ventilation. Et aujourd'hui, on ne voit pas tellement de papiers sortir sur comment la réaliser, 3 ponctions versus 2 par le chirurgien ou l'anesthésiste. Tout ça, on n'a pas ces données. Et c'est vrai qu'on espère qu'on en aura dans les 2-3 ans qui viennent pour essayer vraiment d'appuyer cette pratique qui peut être intéressante. Moi, je ne veux pas te faire beaucoup. Là, tu t'es mis en transversal et du coup, tu piques... Là, on pique en dehors du plan. Ouais. Et voilà. Et là, tu deviens un outplaner. Je viens de outplaner. C'est pas mal. De bord, pas mal. À mon âge, forcément. C'est une ouverture d'esprit. Exactement, je suis comme ça. Donc après, je ne vous parlerai pas de l'axillaire parce qu'on a essayé, mais on a du mal à le trouver dans sa voie antérieure. Comme vous l'a montré Julie, tu as le nerf axillaire antérieur. On ne va pas le chercher parce qu'il faut aller le chercher près de la capsule. Alors, je ne sais pas très bien où c'est, je vous raconterai des bêtises. Là, on doit être un petit truc par là, probablement. Mais on n'a pas essayé de le faire parce qu'on a peur de se tromper. Et surtout, on attend aussi d'avoir une machine encore de plus haute résolution que va nous acheter le bon docteur Frédéric Le Sachet. Là, on est déjà sur une machine de belle résolution. Et nous, on va avoir encore mieux. Je te rappelle que tu nous achetais encore mieux pour Noël. Donc, on va avoir une belle machine. On espère avec Noël, ça. c'est le 25 décembre. Ouais, mais nous, c'est tout le temps. Donc, on dit aussi le nerf circonflexe, là, pour ne pas confondre avec le bloc axillaire. Non, oui, c'est ça. Oh, tu prends ma place, donc t'es titille. C'est la place du titilleur là-bas, quoi. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est si vous voulez prendre des repères osseux, vous allez prendre l'acromion, vous mettre dessous, et puis descendre un peu tout doucement, et bim, on tombe sur l'artère. Donc si jamais on a un nerf circonflexe à côté, l'artère peut s'appeler l'artère circonflexe, peut-être. Qu'en penses-tu, Julie ?
Parfait. On va l'appeler l'artère circonflexe et juste à côté, vous avez le nerf avec le deltoïde. Vous avez en haut le petit rond, en bas le triceps. Et là, on voit très très bien. Alors, ils vont me poser toujours la même question pour l'approche. Là, c'est plutôt de la out of plane parce que je trouve ça plus simple en fait. Et puis la cible, là, quand tu parlais dans le plan, en dehors du plan, c'est sûr que quand on a, avec les aiguilles qu'on a, les qualités de résolution qu'on a, et quand on a des cibles qui sont des cibles comme la région interscalénique ou d'autres, où on visualise vraiment très nettement la cible, c'est vrai qu'on est content d'être dans le plan. C'est plus rassurant, je trouve. Là, sur des endroits où on ne voit pas forcément le nerf et c'est surtout une zone dans laquelle on veut aller, je sais pas, je trouve ça pas forcément plus rassurant l'une que l'autre approche. On a une question sur le chat qui nous dit, tu dis que tu fais ça pour la douleur, avec donc le pectoral latéral et le suprascape voie postérieure la plus latérale possible. Qu'est-ce que tu mets comme volume? Ropi, alors c'est de la Ropi. Et après, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fait le bloc, le patient il est soulagé, c'est fini avec ça? Bah ouais, moi je suis un héros. Non, alors c'est des petits volumes qu'on utilise, c'est 2-3 cc, c'est de la Ropi là aussi qu'on utilise. L'objectif du petit volume, alors en fait, c'est qu'on fait toujours ces blocs-là dans un objectif pour moi, c'est une fois qu'il a été fait, offrir le patient à mon collègue et ami Cyril Kemener pour qu'il lui fasse de la radiofréquence. Donc l'objectif, c'est d'être très spécifique pour m'assurer que là où j'ai injecté, si je suis efficace, lui sera efficace avec sa radiofréquence qui a besoin d'une précision importante parce que c'est comme un tout petit volume injecté. Donc si jamais vous le faites pour un patient qui vient juste pour de la douleur, à qui vous n'avez pas de geste associé, en fait, on n'est pas limité par le volume. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir un geste qui soit à la fois diagnostique et qui nécessite une précision pour des gestes à venir. Donc des patients chez qui tu as besoin de faire ce bloc-là dans un but juste d'analgésie pure, je pense qu'on peut largement jouer avec le volume pour être efficace. Donc un anesthésiste travaille dans une structure où ils font, vous à Medipôle, je crois que c'est 2600 épaules par an. Donc c'est un volume qui est monstrueux. Toutes les épaules de France. Un anesthésiste qui a, c'est 1% des épaules de France quand même à Toulouse sur un seul centre. Donc si un patient est douloureux par exemple à J15, toi tu les inviterais à reconvoquer le patient, à lui faire un bloc de petite durée et après à l'adresser ouvert à un centre de la douleur. Bien sûr. Ou espérer que ça passe. Ça peut passer avec... Ça peut passer. Alors, l'expérience qu'on a sur toutes ces douleurs transitionnelles, c'est que l'important, c'est de les prendre en charge, c'est de les diagnostiquer, c'est de rentrer les patients dans un circuit vertueux dont le bloc test fait partie, ou même dont le bloc, pas test, mais le bloc analgésique fait partie, avec de la kiné. Et quand tu me demandais tout à l'heure ce qu'on faisait de nos patients ont tous, lorsqu'ils sont pris en charge par un protocole qu'on a tous envisagé, anesthésiste de Drosport, c'est de la publicité, c'est des antalgiques, d'une nouvelle ligne, un bloc test et un bloc analgésique et de la kiné juste dans la foulée. Et ça, on s'assure que les patients ont tous de la kiné dans la foulée pour qu'une fois qu'on a levé leur kinésiophobie, ils puissent vraiment reprendre de la kiné passive ou active, comme tu le disais un petit peu avant. Et ça, c'est très important. Sur cette proportion, sur ces patients-là, il y en a une proportion que je ne connais pas, qui reste douloureux ou qui reste très invalidés par leur douleur et que l'on remet sur un circuit où on va leur faire de la neuromodulation, de la radiofréquence. D'accord, mais ces techniques que tu nous as montrées, c'est des choses qu'un anesthésiste peut faire, comme moi, comme Julie, qui ne sont pas des experts de la douleur, savons manier des appareils d'échographie et de l'ALR. On ne doit pas hésiter finalement à les bloquer, renvoyer tout de suite vers le kiné et informer le patient que si ça ne va pas, on le réadresse finalement à des médecins plus spécialisés, qui soient anesthésistes réanimateurs ou d'autres spécialités, qui font de la douleur plus chronique. Exactement. Et comme nous, on fait également de la douleur transitionnelle et chronique, dans ce cadre-là, les volumes qu'on utilise, on les a réduits parce que ça nous permet d'être très spécifique sur l'efficacité de ce bloc. Et comme ça nous permet, une fois qu'on met en place les procédures et les protocoles de radiofréquence, savoir exactement où on met l'aiguille et savoir si ça a marché pour petit volume, à cet endroit-là, ça marchera avec l'échauffement de la neuromodulation de la radiofréquence. Donc c'est parce qu'en fait, on va avoir une étape suivante qu'on reste petit volume. Pour quelqu'un qui n'aura pas d'étape suivante, ou en tout cas pas chez lui, et qui n'utilise pas ce bloc comme étant également un bloc test, je pense qu'on peut largement se lâcher sur les volumes. 5 ou 6 cc, c'est efficace. Ce qu'il faut, c'est être efficace pour le patient pour casser le système de douleur. Et ça, tu le casses, c'est à partir de quel délai que... Tout de suite. C'est tout de suite. C'est-à-dire, si tu te rappelles, à J10, je vais pas bien, vous m'aviez mis de la morphine, j'ai tout utilisé, c'est en train de revenir, ça remonte. Je vais aller à l'encontre des recommandations qu'on aurait maintenant, mais je pense qu'il faut y aller tout de suite. On en discutait avec d'autres anesthésistes très impliqués qui sont les Suisses, et eux disent qu'il faut bloquer tout de suite parce que c'est probablement un des éléments qui est très efficace dès sa réalisation et qui peuvent permettre aux patients de rentrer dans un...
honnêtement, c'est super parce que ça donne un rôle finalement à l'anesthésiste dès la prise en charge avec le bloc interscalénique qu'on fait assez aisément. Tu l'as bien montré, Julie, et je pense que pour ceux qui n'en font pas habituellement, qui vont s'y mettre, j'espère que la démarche, la pédagogie qu'on a utilisée va vous permettre de le transposer, sachant qu'au démarrage, quand on n'est pas sûr de son bloc interscalénique, on propose une anesthésie générale au patient et on l'évaluera finalement en salle de réveil sur un patient qui n'a pas consommé de morphinique, qui se réveille sans aucune douleur et qui est capable de quitter la salle 5-10 minutes plus tard. Je peux dire un truc à ce sujet. Vas-y, dis un truc, mais juste un truc à ce sujet, parce que ce que vous a montré Julie, sur les 3 blocs qu'elle fait, nous on les fait systématiquement même si on a une AG. Comme le dit Frédéric, c'est pas la même anesthésie générale quand on a un bloc complet de l'épaule, c'est pas le même délai de réveil, c'est pas les mêmes délais de salle de réveil, donc c'est très important de le faire chez tous vos patients, quels qu'ils soient, même associés à une anesthésie générale, vous allez optimiser votre anesthésie générale. Et on invite ceux qui disent je fais qu'une AG sur une épaule à tenter un bis tranquillement, et s'il y a besoin de formation, il y a plein de lieux de stage où on peut voir. Je pense que vous accueillez aussi des gens pour voir, pour essayer de comprendre comment on fait, comment on le met en place. Et je pense que c'est extrêmement important Tu veux encore dire un truc? Tu parles trop, tu peux terminer Julie, parce que nous on parle trop, on te laisse 30 secondes. Mais globalement, le bis c'est la référence pour la chose. Termine. Pardon, je termine, s'il te plaît. Désolée. Le mot de la fin pour Julie. Termine, Julie, s'il te plaît. Merveilleux, on ne s'est pas du tout ennuyé. Non, je voulais te dire, ces blocs, ils sont pas trop compliqués pour les obèses? Tes blocs analgésiques? Non. Mais pas trop obèse de la clavicule quand même. Non, je te demandais. Non, on est rarement obèse de l'épaule. Enfin, c'est pas là où il y a le plus d'obésité l'épaule. T'as pas, tu vois, des gros obèses de l'épaule. Vous, parce que c'est des rugbyman, ça s'appelle. C'est pour ça. Dans tous les cas, je remercie Julie et Sébastien d'avoir participé à animer cette live démo, qui j'espère va continuer à vous intéresser et va pouvoir être vue. Et je vous prépare. On va essayer d'aller déguster. On va voir ce qu'on a préparé. On va voir si on peut l'opérer maintenant. Ah merde. Merci à tous et bon après-midi.